Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un nouvel épisode de Above the Spider-Verse. Parce que oui, même si on va passer un peu moins de temps sur chaque personnage, aujourd'hui le thème, vous l'avez vu dans le titre, c'est les adaptations hors comics de Spider-Man, et ceux qui sont ancrés dans le multiverse. Donc on va énumérer chacune des adaptations hors comics de Spider-Man, des différents Spider-Man qui existent, en apportant quelques nuances, bien sûr, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo, j'oublierai pas de vous en parler. Donc qui dit beaucoup de personnages dit très longue vidéo, donc bien sûr si vous voyez qu'il y a des trucs qui changent sur moi, que je suis pas coiffé pareil, que bref, ne vous embêtez pas avec ça, c'est normal, je vais sûrement tourner sur plusieurs jours. Et enfin, si la vidéo est assez longue, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois, à vous prendre un petit snack, un petit truc à boire et tout, avant de commencer la vidéo. Allez-y, je vous attends. Allez, on est parti et on commence tout de suite avec les adaptations jeux vidéo. Pour le coup, ça va être assez rapide au niveau des jeux vidéo, puisque les seules adaptations vidéoludiques qui sont sorties récemment et qui font partie du Spider-Verse, c'est tout simplement les jeux PlayStation Spider-Man. Donc on commence par Peter, et bien sûr on parlera de quelqu'un d'autre, vous vous doutez qui, après. Donc ce Peter Parker, il a été créé par Insomniac Games en 2018 avec le soutien de Marvel Games. Il est apparu pour la première fois dans Marvel Spider-Man sur PS4 en 2018 donc, et son univers est spécifiquement désigné par Insomniac Games comme l'univers 1048. D'ailleurs vous verrez qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser avec les terres, et je vous en parlerai plus tard. Dans cet univers, Peter Parker est Spider-Man depuis 8 ans, au moment où on commence à le rencontrer. Il a déjà vaincu de nombreux ennemis comme le vautour, le scorpion, le rhino, ou même encore le Kaïd au tout début du jeu. Il travaille aussi en tant qu'assistant de recherche pour Otto Octavius, et sa relation avec Mary Jane est en pause au début du jeu. Concernant ces événements marquants, alors dans le premier jeu sorti en 2018, il va devoir se battre contre les Sinister Six, dirigés par Mister Negative, et c'est aussi dans ce premier jeu qui a introduit Miles Morales, et qui a un début de lien mentor-élève qui commence à se créer. A noter qu'il est apparu en 2018 dans Spider-Geddon, où il est recruté temporairement dans le multivers pour lutter contre les héritiers aux côtés d'autres Spider-Totems. Et enfin dans le deuxième jeu Marvel Spider-Man 2 sorti en 2023, il va hériter du symbiote qui va amplifier ses pouvoirs mais modifier son comportement, évidemment. Il va affronter entre autres Kraven, le lézard, Venom, et des conflits intérieurs liés au deuil et à l'héritage entre autres. Et enfin, spoiler, désolé après j'arrête, il finira par transmettre totalement la responsabilité de Spider-Man à Miles. En gros, pour résumer, ce Peter, c'est déjà un héros qui est expérimenté et fatigué, et il est très scientifique d'ailleurs, il entretient un rapport fort avec la recherche et la tech, plus que certains autres d'ailleurs. Et sa relation avec MJ, il est important de le noter, à mon humble avis, fait plus adulte, avec des hauts et des bas qui sont plus crédibles, comme on pourrait en avoir chacun avec nos relations différentes dans la vie. Dites-moi d'ailleurs si vous avez joué aux jeux d'Insomniac Games et ce que vous en avez pensé. Pour moi, ils font clairement partie des meilleurs jeux PlayStation tout court. Bon, ce Miles Morales, vous le savez, il est apparu dans un premier temps dans Marvel Spider-Man en 2018, comme le Peter Parker, puis il a quand même eu son heure de gloire en tant que protagoniste principal dans Spider-Man Miles Morales sorti en 2020, avant d'apparaître dans Marvel Spider-Man 2. C'est un adolescent vivant à Harlem, fils de Rio Morales et du policier Jefferson Davis. Il est également mordu par une araignée modifiée par Oscorp, ce qui lui donne ses propres pouvoirs. Et bien sûr, il est pris sous l'aile de Peter. Dans le jeu qui lui est dédié, Miles va faire ses premiers vrais pas en tant que Spider-Man, pendant que Peter part en Europe. Il va affronter Roxxon et le Tinkerer, qui s'avère être, spoiler encore une fois, Phil Mason, son ami d'enfance. Puis enfin, il va presque sacrifier sa vie, devenant ainsi un héros reconnu pour tout Harlem et pour tout New York. Puis dans le deuxième jeu Spider-Man, il va aider Peter à contrôler le symbiote notamment, et il va être au cœur de l'affrontement contre Venom. Puis à la fin, comme on l'a dit juste avant, Peter va lui confier la protection principale de New York, symbolisant un peu le passage de flambeau. En ce qui concerne leurs pouvoirs, que ce soit à Miles ou à Peter, ils ont à peu près les mêmes que dans les autres adaptations.
rien ne change vraiment, quoi. Pour ce qui est de sa personnalité, il est plus jeune et plus optimiste que son Peter, il apporte de la fraîcheur et il est très engagé dans sa communauté à Harlem. Puis comme c'est le cas pour beaucoup de Spidey, il porte un lourd fardeau avec la mort de son père et celle de Finn, mais reste très résilient et bienveillant quand même. Et je vais vous parler un petit peu très rapidement de l'univers 1048 du coup. C'est un univers qui est beaucoup plus réaliste et émotionnel, parce que l'univers d'Insomniac Games, il laisse de la place aux émotions, au deuil entre la dualité de la vie civile et de la vie héroïque. On peut aussi noter la présence de costumes qui sont originaux et modernes, pensés pour la narration du jeu, et bien que lié à Spider-Geddon, cet univers reste assez autonome et centré sur ses propres personnages. Il n'y a pas vraiment de multiverse à proprement parler qui se dégage de ces jeux. Et enfin, il nous forme une sorte de succession héroïque puisque Peter forme Miles et finit ensuite par lui laisser le rôle principal, ce qui représente un vrai passage de relais pour le coup. En tout cas, je pense qu'on peut clairement dire que ces deux versions, que ce soit celle de Peter ou celle de Miles, sont extrêmement appréciées du grand public en général, et je pense ne pas me tromper non plus si je dis que l'univers d'Insomniac est aussi considéré comme l'un des mieux écrits, l'un des mieux narrés de ce qui s'est fait récemment concernant Spider-Man. Et les personnages secondaires également. Bon, vous le sentez venir, on va rester sur Miles Morales et on va attaquer un très gros morceau. Ce Miles Morales, vous le savez, on l'a vu pour la première fois dans Spider-Man Into the Spider-Verse en 2018. Il a été créé par Phil Lord et Christophe Miller qui s'occupaient de la production et du scénario, Bob Persichetti, Peter Ramsey et Ronnie Rothman qui étaient à la réalisation derrière. Et c'est là que le problème des terres se pose, puisque cette terre est considérée comme la terre 1610 alternative. Parce que, comme vous le savez peut-être, le personnage de Miles Morales a été créé déjà dans un univers distinct de celui des comics de base, qui se déroule dans l'univers 616, comme expliqué dans les premiers épisodes, qui sont disponibles en haut à droite, vous n'avez plus qu'à cliquer. Miles Morales vient donc de l'univers Ultimate, qui est nommé comme l'univers 1610. Et ici, ce Miles provient de l'univers 1610 alternatif, qui est donc distinct de celui des comics. Et ça fout le bordel pour moi. Dans cet univers, Miles, c'est un adolescent new-yorkais, normal, qui vit à Brooklyn, normal, issu d'un foyer aimant avec son père Jefferson Davis, qui est officier de police, et sa mère Rio Morales, qui est infirmière. Il admire le Spider-Man de son monde, Peter Parker, mais sa vie bascule quand plusieurs événements arrivent. Il est notamment mordu par une araignée modifiée provenant d'un autre univers lié aux expériences interdimensionnelles de l'entreprise de Wilson Fisk. Il assiste à la mort du Spider-Man de sa dimension, tué par le caïd, ce qui fait de lui le nouveau porteur du masque. Et il va donc finir par rencontrer des variantes des Spider-Man venus d'autres univers à cause du Collider de Fisk, dont notamment le Peter B. Parker, qui vient encore une fois d'une Terre 616 différente, Gwen Stacy, à savoir Spider-Woman ou Ghost Spider maintenant comme on l'appelle, mais aussi d'autres personnages comme Spider-Man Noir, Penny Parker, Spider-Ham, etc. Et l'histoire de ce Miles Morales est marquée de multiples événements, notamment le fait de devoir surmonter ses doutes pour devenir un vrai Spider-Man, apprendre le sens du sacrifice héroïque et le pouvoir de croire en soi, puis c'est aussi lui qui va se charger de fermer le Collider de Fisk après un combat émotionnel et visuellement incroyable. Puis mine de rien, c'est aussi un Spidey qui va créer sa propre identité visuelle avec un costume unique en son genre, même pour les autres Miles en fait. Dans le film Across the Spider-Verse qui sortira en 2023, on le retrouve un an plus tard, un peu plus sûr de lui, et il retrouve Gwen et découvre la Spider Society dirigée par Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099, qui vient lui aussi d'une terre parallèle de celle dont il est issu dans les comics. Vous comprenez pourquoi ça me torture l'esprit littéralement ? Il apprend aussi qu'il est une anomalie multiverselle, car en fait, il n'aurait jamais dû devenir Spider-Man, vu que son araignée venait d'un autre univers. Il va donc entrer en conflit majeur avec Miguel qui veut l'empêcher de sauver son père pour préserver son canon event multiversal, dont on a déjà parlé de multiples fois ici. Et attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Across the Spider-Verse, il se retrouve piégé dans l'univers de la Terre 42 à la fin, où il n'y a pas de Spider-Man, et où son double est devenu le Prowler. Donc on peut en déduire que dans Beyond the Spider-Verse, qui est la suite à venir, Miles va tenter de déjouer le destin qui lui est imposé par le multivers et sauver son père sans détruire l'équilibre de celui-ci. Concernant ses pouvoirs et ses capacités, c'est globalement la même chose que ce qu'on peut voir dans les autres adaptations de Spider-Man. On pourrait rajouter à la limite que son sens de l'araignée est un peu défaillant au début, un peu instable, mais ça s'affine au fil du temps, et il est aussi un très bon dessinateur, tagueur, créatif, etc. En gros, c'est un Miles qui est assez curieux, émotif et drôle, mais qui est souvent tiraillé entre plusieurs identités, celles d'adolescents, de fils, d'élèves, de héros. Comme tous les Miles,
Il est généreux, courageux, mais très indépendant aussi, puisqu'il refuse qu'on lui dise ce qu'il doit être. Et un truc qui est cool, c'est qu'il représente quand même une nouvelle génération de Spider-Man, plus diversifiée, ancrée dans des réalités sociales et culturelles actuelles, et ça c'est très important. Et c'est également un Spidey qui est très lié à sa famille, et à Gwen Stacy, de manière romantique et amicale. En gros, c'est une adaptation qui est quand même super importante, puisqu'il a donné lieu à une réinvention visuelle et narrative de Spider-Man dans l'animation en général, et c'est aussi le premier Spider-Man afro-latino à être protagoniste d'un film majeur. Puis il est devenu aussi le symbole de toute une génération, en corroborant la fameuse phrase de « n'importe qui peut porter le masque ». Et il est important de noter quand même que le premier film a reçu un Oscar. C'est pas si mal. En gros, ce Spider-Man, c'est bien plus qu'un nouveau Spider-Man. Il est la preuve que l'héritage de Peter Parker peut évoluer sans être trahi, et son parcours dans le Spider-Verse mélange quête identitaire, aventure multiverselle et émotion sincère. Vraiment, ce Miles nous donne une info capitale. T'as pas besoin qu'on te demande de faire quoi que ce soit pour être extraordinaire. Tu peux le devenir toi-même. Bon d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on est passé d'abord par les adaptations aux jeux vidéo. Là ensuite on a parlé long métrage animé, et là on va parler série animée. Et on va tout simplement commencer par le dernier en date, à savoir Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la dernière série Spider-Man en date. Elle a commencé sa diffusion le 29 janvier 2025 sur Disney+. Elle a été créée par Jeff Trammell et Marvel Studios Animation évidemment. C'est une série animée en 3D un peu style cel shading comme on peut retrouver dans des jeux vidéo comme par exemple Dragon Ball Fighters ou bien les Guilty Gear par exemple. Et c'est un style qui permet un peu de rendre hommage au style de Ditko ou Romita par exemple. Et là se pose encore un nouveau problème d'univers parce que cette série se situe dans un univers qui est censé être celui du MCU mais qui ne l'est pas vraiment, qui est donné un peu comme un univers jumeau, ou un univers frère-sœur, si vous voyez ce que je veux dire. A savoir que l'origine de Peter Parker elle a été un petit peu revisitée, puisqu'il a bien été mordu par une araignée, mais pas modifié génétiquement, c'était plutôt une araignée interdimensionnelle lors d'un incident qui a été causé par Doctor Strange et un symbiote d'un autre univers. Le truc qu'il est important de noter aussi, c'est un peu Norman Osborn qui prend le rôle que Tony Stark occupait traditionnellement dans le MCU. En ce qui concerne la vie de Peter, il est lycéen, interne chez Oscorp, ami de Nico Nimuru, Leonie Lincoln, Harry Osborn, et il y a une dynamique qui est assez différente de celle du MCU quand même. Ce qui est marrant, c'est que c'est un Spider-Man un peu nouvelle génération. Peter, il ouvre sa chaîne pour proposer du contenu en ligne, il devient créateur web et partage ses exploits en ligne. En ce qui concerne ses pouvoirs, c'est exactement pareil que les autres adaptations de Spider-Man, mais il est un peu plus inexpérimenté, on va dire, avec des erreurs de balancement, beaucoup d'approximations à certains niveaux, etc. Il a pas mal d'alliés, on en a parlé notamment tout à l'heure avec Nico Nimuru, ou aussi Amadeus Cho, et aussi apparaît dans la série, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Daredevil qui est d'ailleurs doublé en VO par Charlie Cox. On a aussi dans cette série une belle galerie de vilains avec le Scorpion, Rhino, Tombstone, Dr Octopus, Norman Osborn, qui est aussi mentor et antagoniste potentiel d'ailleurs. Et il est important de noter également qu'Oscorp dans cette série a un rôle central, et ça donne une orientation un peu plus scientifique et plus fidèle à l'univers des comics pour ce Spider-Man. Et donc je reviens à propos de l'univers. C'est compliqué de le définir en fait. C'est considéré comme faisant partie du MCU, mais c'est pas canon au MCU. On dit que c'est un univers un peu adjacent apparemment. Certains fans évoquent la Terre 760 207 et d'autres évoquent la fameuse Terre 199 999. Ce qui fait que cette série est unique, c'est un peu une relecture de l'univers du MCU avec une version plus adolescente, plus libre et moins bridée que dans le MCU. On peut décrire l'univers graphique comme un hommage au début des comics, mais narrativement c'est plus proche de l'univers ciné, notamment avec les échanges qu'il a avec Doctor Strange, Daredevil, etc. En gros dans cette série on suit un Peter Parker débutant dans un univers parallèle au MCU, où Norman Osborn est son mentor. La série combine nostalgie visuelle et narration moderne, avec Oscorp, Strange et Daredevil qui sont intégrés dans un cadre plus libre et plus accessible. Peter y est relativement maladroit, plus jeune, et se construit lentement comme un héros. On a parlé de la série la plus récente, on va parler de la plus ancienne maintenant. Ok, alors cette série, la nostalgie pour ceux qui ont dû la connaître à l'époque, elle a été créée par Grand Trail Lawrence Animation pour la première saison, puis Ralph Bakshi pour les saisons 2 et 3. La diffusion a officiellement débuté le 9 septembre 1967 sur ABC Television. En ce qui concerne sa terre, là, pas de doute, c'est l'univers 67. C'est la dénomination officielle qu'a donnée Marvel et le multivers Marvel, donc là, y a pas de doute. Concernant son style, c'est une animation 2D très minimaliste, accompagné de l'un des génériques les plus cultes de l'histoire de Marvel. Et concernant l'histoire et l'origine de Peter, franchement,
c'est exactement comme dans les comics, bien qu'un peu plus simplifié pour un jeune public des années 60 on va dire. On va quand même noter quelques trucs marquants de la série, notamment dans la première saison, qui se veut beaucoup plus fidèle aux comics de Stan Lee et Ditko, qui introduit des ennemis classiques comme le Bouffon Vert, Mysterio, le Vautour, Docteur Octopus, etc. Mais dans les saisons 2 et 3 qui sont diffusées entre 68 et 70, ça change radicalement de ton sous la direction de Ralph Bakshi. Il y a une ambiance un peu plus psychédélique, voire parfois très étrange et absurde. Et sachant que le budget de la série était en chute libre, il y a une réutilisation constante des animations, les intrigues sont simplifiées, les décors sont recyclés. Bref, c'était la galère. En général, c'était une série assez kitsch, au rythme lent, avec des dialogues exagérés et une narration ultra simple. Mais c'est justement ce style kitsch qui en fera une série culte de la pop culture, qui est adorée pour son esthétique rétro et parfois involontairement comique. Concernant les pouvoirs de ce Spider-Man, c'est très classique, mais il est important de noter que ses lance-toiles sont mécaniques, évidemment, et que son sens de l'araignée est très peu mis en valeur dans la série, même s'il existe quand même. Et même s'il est censé être très agile, les limitations d'animation faisaient souvent que ses mouvements étaient très raides et souvent identiques d'un épisode à l'autre. Mais cette série, elle a quand même eu un héritage dans la pop culture absolument incroyable. Il y a des gifs et des mèmes légendaires qui sont ressortis de cette série, notamment le fameux Spider-Man qui se pointe lui-même, qu'on a pu voir dans le photoshoot de No Way Home ou dans la scène incroyable de Across the Spider-Verse. Et la chanson du générique de base a été réutilisée dans de nombreux films, notamment dans la version orchestrale de Spider-Man Homecoming, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Et ça, on va en parler un peu plus en détail, mais son apparence, ce Spider-Man, il est canonisé dans le multivers Marvel. Il apparaît dans le Spider-Verse en comics en 2014, il fait une brève apparition dans Into the Spider-Verse en 2018 sous forme d'hommage visuel, et on le revoit dans Across the Spider-Verse en caméo au sein de la Spider Society. Comme je le disais, il est donc issu de la Terre 67, et cette Terre elle est traitée comme une version un peu cartoon du monde classique, figée dans une époque un peu vintage. Et dans le multivers du Spider-Verse, il est vu un peu comme une anomalie visuelle ou un clin d'œil, mais il possède quand même une légitimité à part entière en tant que Spider-Totem, c'est important de le noter. En gros, le Spider-Man de cette Terre 67, c'est l'un des premiers Spider-Man animés de l'histoire quand même. Sa série, certes limitée techniquement, a marqué toute une génération et continue d'inspirer les créateurs modernes pour son esthétique culte, ses absurdités adorables et son influence virale sur internet. Il représente à la fois la naïveté des débuts de Marvel en animation, mais aussi un jalon historique dans la mythologie du tisseur qui reste incroyable. Bon, celle-ci, je vous l'accorde, c'est une série qui est beaucoup moins connue et que peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas. C'est une série très courte de 13 épisodes qui a été diffusée entre le 11 juillet et le 12 septembre 2003 sur MTV aux États-Unis, et elle a été développée par Brian Michael Bendis, quand même, Morgan Gendel et Marsha Griffin. Et truc important de noter, et ce que même moi je ne savais pas avant de faire mes recherches, ça se voulait être une suite du premier film de Sam Raimi, je savais pas. En gros, pour vous situer le cadre, on est bien sûr aux États-Unis, normal. Peter est à l'université, partageant son appartement avec Harry Osborn. Il mène une double vie d'étudiant, évidemment. Mais il y a une tonalité qui est plus mature que dans les cartoons classiques. Il y a une CGI un peu particulière, mais surtout de la violence, des morts et parfois des dialogues assez suggestifs. Au niveau des pouvoirs de ce Peter, c'est vraiment du classique à l'état pur, rien ne change. Et bien que la CGI soit un peu particulière, il y avait une vraie ambiance dans cette série, c'était assez impressionnant. Et le truc qu'il est important de noter aussi, ce Peter était doublé par Neil Patrick Harris, qui je crois l'a déjà doublé à plusieurs reprises d'ailleurs. Ce Peter fera face à ces vilains classiques, mais d'autres un peu moins connus. Il fera face notamment au Lézard, à Kraven, à Electro, mais aussi aux jumeaux psychirurgiens en deuxième partie, mais aussi Kingpin, Chikata, Turbojet, etc. Et oui, dans cette série, il y a des événements qui sont plutôt marquants. Il y a notamment, comme je viens de le dire, un ton qui est beaucoup plus mature, avec des morts qu'on voit à l'écran, des dialogues beaucoup plus crus, et c'est assez rare pour une œuvre de Spider-Man, quoi. Bon, concernant sa Terre, c'est une horreur de le situer, parce qu'apparemment c'est distinct de celle des films de Sam Raimi, dont on parlera bien sûr, vous inquiétez pas. J'aurais entendu parler de la Terre 760 207, mais c'est le même chiffre qui revient à l'heure actuelle pour parler de la Terre parallèle au MCU, à savoir celle de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. C'est une galère, je vous jure, c'est une galère. La série a été plutôt bien reçue, bizarrement. C'est une série courte mais qui est vite devenue culte, qui est appréciée pour son approche plus sombre et plus mature malgré une animation qui reste limitée pour l'époque en 2003. Et pour ceux qui se demandent, c'est sorti en DVD en 2004, et c'est probablement disponible en streaming quelque part. En gros, Spider-Man The New Animated Series propose un Peter Parker universitaire plus sombre, adulte et réaliste que les cartoons précédents. Il est environné par des menaces psychologiques cruelles et la série combine maturité narrative, CGI stylisé et voix marquante, notamment avec celle de Neil Patrick Harris. Elle a été acclamée par les fans à l'époque malgré sa durée limitée
et sa fin ouverte. Elle reste une adaptation animée marquante du personnage de Peter Parker dans l'univers Marvel en tout cas. Bon, là, si avec l'image vous ne l'avez pas forcément reconnu, vous allez, si vous êtes de ma génération, que vous avez, allez, entre 18 et 25 ans, le générique va vous parler. Bon, pour ce Spidey, on va faire court parce que je sais que la plupart d'entre vous le connaissent et qu'il a peut-être même bercé votre enfance, comme c'est mon cas. Cette série a eu 2 saisons, diffusées entre 2008 et 2009, diffusées sur Disney XD à l'époque. C'était 2 saisons de 26 épisodes quand même, donc ça nous donne un bon paquet d'épisodes au final. Ça a été développé par Greg Weisman et Victor Cook à l'époque, et on a affaire à un Peter Parker un peu plus jeune, lycéen de 16 ans, prodige en sciences, mordu par une araignée modifiée et tout le tralala. Tous ces pouvoirs sont assez classiques, mais c'est mis en scène quand même avec une esthétique un peu plus moderne. Les personnages clés, que ce soit vilains ou amis, sont à peu près les mêmes que dans toutes les autres adaptations de Spider-Man. Mais concernant le ton de la série, c'est un peu plus fidèle aux comics. Il y a un ton plus réaliste, émotionnel et mature, même si ça reste adapté pour un jeune public. Le scénario de la série est vraiment pas mal, ça équilibre entre action, drame personnel, humour, notamment avec l'arc tragique du symbiote, et la culpabilité liée à la mort de l'oncle Ben évidemment. Et cette série, elle est réputée pour sa qualité d'écriture. Il y a des cliffhangers qui sont bien maîtrisés et il y a un développement psychologique qui est vraiment profond. Il y en a beaucoup qui la considèrent comme la meilleure série d'animation Spider-Man. Le seul problème de cette série, c'est qu'elle a été annulée après seulement 2 saisons, avec les problèmes de droits et des acquisitions de Disney, Sony, etc. C'est une série qui est toujours à l'heure actuelle super appréciée et qui est, je savais pas, notée 8 sur 10 sur MDMB. Vraiment pas mal pour le coup. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais ce Spider-Man est, normalement si je dis pas de bêtises, de la Terre 26 496. Normalement. En gros, The Spectacular Spider-Man, ça offre une adaptation animée fidèle, intelligente et émotionnellement riche du mythe de Spider-Man. Elle arrive à mêler les traumas personnels et la période de l'adolescence avec une justice narrative incroyable et une galerie de vilains assez variés quand même. Malgré une fin sans résolution parfaite, elle a marqué les fans et reste un incontournable de l'univers animé de Spider-Man. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on le voit dans Across the Spider-Verse. Je pense que vous l'avez vu si vous avez vu le film. Alors là, on va parler d'une série qui est un peu moins connue pour nous, pour la simple et bonne raison qu'elle date un peu plus et qu'elle a pas été diffusée en France. Cette série, c'est allé très très vite. Elle a eu qu'une seule saison de 13 épisodes qui a été diffusée à l'époque sur Fox Kids. Et je dis tant que j'y pense, ce Spider-Man il est issu de la Terre 7831. Le but initial de la série, c'était de créer une suite à la première série Spider-Man The Animated Series, mais avec un ton et un univers radicalement différents, car les droits des personnages principaux comme Venom ou Carnage étaient temporairement inaccessibles à l'époque. Concernant l'histoire, Peter vit toujours sur Terre quand il découvre que John Jameson, le fils de J. Jonah Jameson pour ceux qui ne le savent pas, est prisonnier sur une contre-terre, une planète située de l'autre côté du soleil, créée par le High Evolutionary. En VF, le maître de l'évolution, c'est le méchant dans les Gardiens de la Galaxie 3 pour ceux qui ne savent pas. Ce qui est assez unique, c'est notamment le nouveau costume high-tech avec un camouflage optique, une capacité d'adhérence magnétique et un tissu intelligent pour se rendre sur cette planète dans un vaisseau spatial de Reed Richards dans le but de sauver John et d'empêcher une menace symbiotique. Alors ça pour le coup, d'habitude je vous dis toujours, ouais, concernant l'histoire c'est un peu pareil. Cette série, elle a innové, ça on peut pas dire le contraire. Et sur la contre-terre, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est une version dystopique de la Terre, les humains sont opprimés par les bestioïdes, qui sont des hybrides humanoïdes animaux créés par le maître de l'évolution, et Peter y rejoint un mouvement de résistance humaine tout en affrontant une version différente de Venom et Carnage qui se sont alliés à une force symbiotique supérieure appelée synoptique. La technologie est là-bas omniprésente et les règles sociales sont inversées, ce sont les humains qui sont persécutés. Du coup, à travers cette série, on aborde quand même pas mal de thèmes qui peuvent être un peu compliqués à première vue. On parle de l'inversion des rôles humains-animaux, de la résistance politique et de l'oppression, de la solitude extrême de Peter dans un monde qui n'est pas le sien, mais aussi du conflit entre responsabilité personnelle et devoir héroïque. Bon, là on va parler de la réception qu'a eu la série à l'époque, et c'est pas tout rose, puisque dans un premier temps la série est annulée prématurément après seulement 12 épisodes, avec un cliffhanger qui sera probablement jamais résolu, mais la série a acquis un statut culte grâce à son approche très différente, son univers unique, et son costume emblématique. Je vous en parlais tout à l'heure, sa Terre 7831 est officiellement reconnue dans l'univers Marvel, puisqu'on verra notamment le Peter de cette Terre dans quelques pages du Spider-Verse en 2014,
qui va rejoindre les Spider Totem pour combattre les héritiers. Et d'ailleurs son look unique, on l'a retrouvé dans pas mal d'œuvres, notamment les jeux vidéo, avec notamment Spider-Man Shattered Dimension ou le jeu mobile excellent Spider-Man Unlimited, je sais pas si vous vous en souvenez. Ce jeu n'existe plus et ça me rend très triste. En gros, Spider-Man Unlimited, c'était une tentative audacieuse de réinventer Peter Parker dans un contexte de science-fiction un peu dystopique. Malgré son animation parfois datée, même pour l'époque, et ses libertés créatives radicales, elle nous propose un Spider-Man qui est fidèle à ses valeurs mais propulsé dans un monde moralement renversé. Sa série n'aura duré qu'une saison, mais son impact visuel et narratif continue d'influencer certaines versions alternatives du personnage, même aujourd'hui. Bon, là on revient avec une série plus connue, certainement la série animée Spider-Man, vous la connaissez toutes et tous normalement. Cette série déjà c'est probablement la plus longue adaptation de Spider-Man qui existe, puisqu'il y a eu 4 saisons entre 2012 et 2017 pour un total de 104 épisodes tout de même. Ça a été diffusé chez nous en France sur Disney XD et ça a été développé par Paul Dini et Man of Action qui est le groupe créatif à l'origine de Ben 10 pour ceux qui l'ignorent. Son univers c'est très simple, il vient de la Terre 12041, c'est une version unique d'une Terre dédiée pour cette série animée. Et au niveau de la série, elle est très humoristique, avec de nombreuses cassures du 4ème mur comme j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Il y a une narration en facecam, un rythme cartoon exagéré des fois, tout en développant des arcs narratifs sérieux au fil du temps quand même. Et pour vous situer, en gros, Peter a 16 ans et Spider-Man depuis 1 an. Au début de la série, lorsque Nick Fury lui propose de s'entraîner avec le Shield pour devenir un héros plus complet. Donc là on pose déjà les bases d'une série innovante avec un scénario qui lui est propre. Et il rejoint donc une équipe composée de jeunes héros, Nova, Sam Alexander, White Tiger, Ava Ayala, Iron Fist Danny Rand et Power Man Luke Cage. Et il reçoit aussi un entraînement avancé, un nouveau costume technologique et des gadgets issus du Shield. Concernant ses pouvoirs, c'est du classique, mais il a aussi beaucoup d'améliorations technologiques, avec divers gadgets, des véhicules comme la Spider Moto, des armures spéciales, etc. Et concernant la narration, en fait, le fait qu'il casse le 4ème mur, qu'il s'adresse au public, qu'il fasse des apartés comiques, qu'on visualise ses pensées avec des animations internes un peu délirantes, avec un Spider-Man un peu en mode de chibi et tout ça, ça a beaucoup fait penser à un Deadpool Junior en gros. Au niveau de ses relations, c'est Nick Fury qui fera office de mentor dans cette série. On le voit aussi beaucoup avec l'agent Coulson, et bien sûr avec Mary Jane, Harry Osborn, Tante May, etc. Dans cette série, on voit aussi beaucoup de héros Marvel réguliers, comme Iron Man, Thor, Hulk, Captain America. On y croise aussi Deadpool, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Blade, Wolverine, etc. Et enfin, vers la fin de la série, il finira par intégrer les Web Warriors, une équipe de Spider-Man venue du multivers. Et ça nous intéresse. En gros, dans la première saison, qui est diffusée entre 2012 et 2013, il apprend à travailler en équipe, gère ses responsabilités et mène des combats contre Dr Octopus, Venom, Loki, etc. Donc ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres séries animées. Dans la saison 2, entre 2013 et 2014, c'est l'arrivée de Norman Osborn en forme Green Goblin. Il y a un arc autour du symbiote Venom, c'est le retour d'Harry, conflit intérieur, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est cette 3ème saison, avec les Web Warriors. Elle sera diffusée entre 2014 et 2015, et c'est l'introduction du Spider-Verse en série animée, c'est trop beau. Peter va y rencontrer alors des nouvelles versions de lui-même, comme Spider-Man 2099, Spider-Girl, Spider-Ham, Spider-Knight, et Miles Morales qui apparaissait pour la première fois dans une série animée. Il va donc devenir un pilier du multivers contre le Goblinverse et les héritiers. Et enfin dans la dernière saison, la 4ème qui est diffusée entre 2016 et 2017, ça va devenir un peu plus mature, il va mener des missions solo plus sombres, affronter différentes versions des Sinister Six, et on va avoir des sacrés trucs comme notamment la Symbiote War, Carnage qui fera son apparition, ou Dr Octopus qui va donner un arc de fin centré sur l'héritage de ce Spider-Man. Au niveau de la place de ce personnage dans le multivers, donc il est positionné comme je vous l'avais dit sur la Terre 12041, et c'est à la fois un univers qui est inspiré de l'univers Ultimate de base, mais un peu aussi de celui du MCU, avec la présence de Nick Fury, des Avengers, etc. Et cette série, elle a notamment participé au fait de présenter Miles Morales à ceux qui ne lisaient pas les comics, et ça en a fait une version très appréciée de Spider-Man avant même son apparition dans des films comme Into the Spider-Verse. En gros, c'est une série qui est plutôt adaptée pour les enfants quand même, mais qui possède plusieurs niveaux de lecture et qui fait de nombreux clins d'œil aux gens plus âgés, quoi. Le style est franchement très cartoon, il y a une animation qui est fluide, franchement c'est très très propre. Mais ce qui marque quand même, c'est qu'on y exploite le Spider-Verse dans cette série, et c'était l'une des premières fois qu'on voyait ça à l'écran. Et il y a quand même un fait très très cool en dehors de tout ça, c'est qu'il y affronte Deadpool dans un épisode qui est archi méta et archi drôle aussi. En ce qui concerne la réception de cette série, ça a été un peu compliqué au début. Le public a été un peu divisé à cause du ton qui était très très humoristique,
Mais la série a petit à petit gagné en qualité narrative sur les saisons 3 et 4 et ça a beaucoup plu. Je le rappelle, cette série elle a commencé à être diffusée à partir de 2012. Donc me concernant, par exemple, j'avais 10 ans. Ça fait partie des séries Spider-Man qui ont bercé mon enfance, avec Spectacular Spider-Man. Et franchement, je pense que ça a inspiré beaucoup de gens de mon âge, donc des petits à l'époque, à s'intéresser à Spider-Man, à s'intéresser aux comics, etc. Et ça, franchement, il faut le reconnaître, c'est impressionnant. Et encore une fois, avant de lâcher l'affaire, c'était quand même relativement intéressant de voir que c'était la première série animée, la première fois à l'écran qui était adaptée le Spider-Verse. Et moi, j'avais pas suivi les saisons jusque-là. Et quand j'ai appris ça, j'étais en mode, mais il va falloir que je rattrape ça. Mais vu qu'il y a quand même une centaine d'épisodes, je pense que j'ai le temps. Je vais m'y remettre, mais j'ai le temps. Bon, là il nous reste quelques petites séries animées desquelles on va parler très rapidement parce que c'est pas forcément les plus intéressantes de mon point de vue. Donc on va essayer de faire ça rapido et après on passe à du très très lourd. Vous n'êtes pas prêts. Bon, cette petite série qui cible des enfants de 2 à 7 ans, c'est très sympathique, c'est diffusé depuis août 2021 sur Disney Junior, Disney+, etc. C'est une animation en 3D colorée, très sympathique, vraiment dédiée aux enfants, avec des épisodes courts d'environ 10 minutes. Mais ça fait quand même 3 saisons que ça dure. On est ici sur la Terre 891, parce que c'est important de le noter quand même. Et en gros, c'est un univers du multivers qui est dédié aux très jeunes enfants, en gros, voilà. En gros, notre bon Peter Parker, bon, il est petit, il est jeune, il est accompagné par 2 Spider-Héros, à savoir Gwen Stacy et Miles Morales, et ils forment la Spidey Team, avec l'aide de plusieurs de leurs alliés, Black Panther, Hulk, Miss Marvel, Iron Man et bien d'autres. Ils vont rencontrer quelques ennemis comme le Rhino, le Green Goblin, Doc Ock ou Sandman, Electro, Black Cat, etc. Et tous les antagonistes sont non violents, ils sont plutôt taquins ou malicieux plus que dangereux. Et souvent réformables ou capables d'amitié pour certains même. C'est une série qui est aussi un peu éducative, pour en avoir vu quelques épisodes, ça valorise l'entraide, la résolution de conflits, la patience, la persévérance, la coopération, etc. Il n'y a aucun drame familial, pas de mort d'oncle Ben et Peter est entouré de sa tante May, qui est très active et complice. Et pour les papas ou les mamans qui regardent cette vidéo et qui ont des jeunes enfants, bah franchement vous pouvez leur faire regarder, c'est plutôt cool. C'est adapté à l'âge préscolaire on va dire, avec des mini leçons de vie, c'est mignon, on nous apprend à partager, écouter, demander de l'aide, vraiment c'est purement adapté aux enfants. Les personnages ils s'expriment simplement avec un vocabulaire qui est accessible, mais qui reste quand même fidèle aux valeurs des super-héros Marvel. Et mine de rien, cette série, bah de mon point de vue, en tant qu'adulte de bientôt 23 ans, je trouve qu'elle est assez importante quand même. Ça permet de faire un premier contact avec Marvel pour de nombreux enfants, et ça donne à Spider-Man une dimension encore plus universelle et accessible qu'il ne l'était déjà. Le design est rond, les musiques sont entraînantes, il y a un style joyeux, et ça fait de cette version un succès mondial, genre vraiment, c'est un succès de fou cette série. Pour revenir sur ce qui nous intéresse vraiment, cette Terre parallèle, donc la Terre 891, elle est officiellement reconnue par Marvel, et ce Spidey est un totem à part dans le multivers, même s'il n'interagit pas vraiment avec les autres Spider-Man. Mais en tout cas c'est cool parce qu'il représente un tisseur qui est adapté plus aux petits, et c'est cool, comme ça, tout le monde est représenté, et comme on le dit, tout le monde peut porter le masque. Bon là on va passer à un truc dont j'ai totalement pas capté l'existence pendant longtemps. Il y a une nouvelle série animée qui est sortie en 2017, et je sais pas d'où ça sort. Donc apparemment ça a été diffusé sur Disney XD, et il y a eu quand même 3 saisons entre 2017 et 2020, pour un total de 52 épisodes quand même. Ça a été créé par Kevin Chinick, Philippe Pignotti et Marsha Griffin. Et encore une fois, galère de Terre, puisqu'on nous dit que ce Spidey est issu de la Terre 1048, à savoir la même Terre que celle des jeux vidéo Insomniac, mais c'est la Terre 1048B. Donc ça va, c'est pas la même. Vous voyez la galère des terres. Vraiment, c'est le truc dans ces vidéos qui me tord sur l'esprit. En gros, cette série, elle se voulait comme un reboot complet après la fin d'Ultimate Spider-Man. Encore une fois, on nous présente un Spidey qui est assez inexpérimenté, qui est en quête d'héroïsme. Mais la science occupe une place plus majeure dans l'intrigue de cette série apparemment. Et la série est globalement plus axée technologie, on va dire. Ça encourage les jeunes à s'intéresser aux sciences, à la résolution des problèmes, etc. Au niveau de ses pouvoirs, c'est totalement du classique, hein. Comme d'habitude, il n'y a rien de forcément très très intéressant à remarquer. Par contre, au niveau de ses alliés, donc on aura Gwen Stacy, Miles Morales et Harry Osborn, comme on les voit très souvent. Mais Anya Corazon aussi, et ça c'est important de le noter je trouve. Peter va devenir peu à peu le mentor de Miles notamment, qui obtient ses pouvoirs lors de la saison 2.
On obtient une version originale de Gwen Stacy qui devient Ghost Spider, avec ses propres arcs narratifs, ce qui est intéressant. Et, fait qui est quand même pas mal, Otto Octavius va devenir à un moment le supérieur Spider-Man, en volant le corps de Peter dans un arc très inspiré des comics de Dan Slott comme on en a déjà parlé. En gros, la première saison, rien de spécial forcément à noter. Dans la saison 2, il y a le début des manipulations de Dr Octopus, l'introduction de Miles, et l'arrivée et la naissance de Venom. Et dans la saison 3 qui a été renommée Maximum Venom, le symbiote devient une force cosmique qui infecte beaucoup de héros, et alors Spider-Man forme une Spider Team incluant Ghost Spider, Miles Morales, Spider-Girl, etc. Et l'univers s'étend même à d'autres héros Marvel comme Hulk, Iron Man, Captain Marvel, etc. En gros, c'est une série qui a adopté un ton plus sérieux qu'Ultimate Spider-Man, mais sans pour autant être trop sombre. C'est moins humoristique, davantage centré sur la science, la stratégie, les émotions et les relations humaines, et il y a énormément d'influences des comics modernes, notamment avec Superior Spider-Man, Spider-Island, Maximum Venom, etc. Concernant la réception de la série, les critiques sont assez partagées au départ, mais c'est mieux reçu dès la saison 2, notamment aux arcs de Venom et de Superior Spider-Man. Et d'ailleurs, il est bon de noter que c'est la dernière série Spider-Man complète, avant Spidey et ses amis extraordinaires qui est plus axé pour les jeunes, donc c'est-à-dire que depuis 2020, à part le Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est la dernière vraie série animée qui est passée à la télé, on va dire, centrée sur Spider-Man. Donc au niveau de sa place dans le multivers, je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. On lui donne le numéro de Terre 1048B, mais j'ai vu aussi Terre Annexe 810, pardon. Vous voyez comment je m'embrouille, c'est compliqué des fois. En gros, ce Spider-Man de 2017, c'est un Peter Parker jeune, brillant, passionné par la science qui évolue dans un univers ultra technologique où les relations humaines, les apprentissages et les combats moraux ont autant d'importance que les bastons. Son parcours, ses amis et ses ennemis en font l'un des Spider-Man les plus modernes et éducatifs jamais créés à la télévision. Et là, on va parler d'un Spidey que probablement, je vais dire, allez, seuls les plus de 20 ans connaissent. Donc là, déjà, on filtre un peu. Dites-moi que vous avez connu cette série. Dites-moi que vous avez connu ce générique incroyable que j'entendais tous les soirs avant d'aller me coucher. C'était mon rituel et mes parents se souviendront de ça. Super Hero Squad, vraiment, ça a bercé ma petite enfance. Le Super Hero Squad Show, mine de rien, ça a eu quand même 2 saisons pour un total de 52 épisodes diffusés entre 2009 et 2011. C'était diffusé par Cartoon Network et ça se passe sur l'univers 91 119, qui est acté un peu comme étant un univers parodique de Marvel. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série très burlesque, avec un style cartoon, qui était dédié aux enfants, mais truffé de références avec des gags pour adultes, etc. Et tout, vraiment, genre, il y avait beaucoup de niveaux de lecture différents, mais c'était incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, l'action se déroule dans la ville fictive de Super Hero City, où les héros de Marvel vivent en colocation, s'entraident et affrontent les vilains de manière un peu décalée, quoi, on va dire. Spider-Man, c'est un héros secondaire récurrent dans cet univers, il est souvent utilisé pour ses talents comiques, faire des jeux de mots, de maladresse, etc. Il a un comportement un peu sarcastique, il est très bavard, il casse beaucoup le 4ème mur, et il est parfois un peu peureux, mais toujours héroïque, quoi, quand même, et il parodie son propre rôle de héros sous-estimé mais cool dans l'univers Marvel, en gros. Et pour ceux qui se demandent, oui, je l'ai mis là, même s'il fait pas partie de l'équipe principale, mais il fait plusieurs apparitions notables. Il aide l'équipe contre les vilains, et s'autoproclame parfois le plus cool des héros, ce qui n'est pas toujours reconnu par tout le monde. Et dans certains épisodes, il est même le narrateur, imitant les voix d'autres héros en brisant le 4ème mur, et ça c'est très drôle. En gros, le Spider-Man de Super Hero Squad, c'est une version ultra cartoon, parodique, adorable, bref, vraiment c'est trop mignon quoi. Il est dans un univers absurde et loufoque, mais il conserve son humour légendaire, ses pouvoirs emblématiques, et son besoin de faire toujours ce qu'il faut, tout en étant utilisé pour pousser à l'extrême son côté comique et bavard. C'est pas toujours une version super profonde ni tragique, mais bon, c'est une incarnation totalement assumée du Spider-Man, plus drôle et plus décalé. Bon, si là je vous dis qu'on en a terminé avec les versions animées, vous allez me dire, oui, bon Zenox, parle-nous des films, mais c'est bon, on n'en parle plus. Mais quand je vous ai parlé, hors comics, il y a pas mal de Spider-Man manga. Spider-Man J, un manga publié pour la première fois dans le Comic Bomb Bomb, qui est un genre de Shonen Jump pour les plus petits, en gros. Ça a été diffusé du 9 novembre 2004 au 11 mai 2005 au Japon, et ça a été créé par Yamanaka Akira. Comme je l'ai dit, donc ça cible les jeunes lecteurs entre 9 et 12 ans, et la continuité est totalement indépendante, c'est pas lié aux autres mangas japonais dont on va parler plus tard, etc. Et si les calculs sont bons, ce Spider-Man viendra apparemment de la Terre 7041. On retrouve dans ce manga Sho Amano, un adolescent de 15 ans, timide, maladroit, qui vit au Japon avec sa tante Mami, un peu la tante May du Japon quoi. Il débute en tant que héros dès ses 15 ans et utilise ses capacités arachnéennes contre le Lord Gokibu,
un méchant qui veut s'emparer du fossile du roi insecte. Mais on rencontrera aussi d'autres personnages de l'univers héroïque, comme des versions japonaises d'Electra, du Docteur Doom, de Blade ou encore des 4 Fantastiques. Donc à savoir que Spider-Man J est canonisé dans le multivers Marvel comme Spider-Totem, et donc comme j'ai dit basé sur la Terre 7041. On le voit brièvement dans le Spider-Verse combattant aux côtés des autres Peter, si jamais vous avez l'œil vous le verrez. Et ce manga en fait il est assez unique parce qu'il nous offre une relecture culturelle avec un héros japonais cette fois-ci, écrite pour un jeune lectorat et il y a un style chaleureux. Une immersion dans une version locale de Spider-Man avec des références à la pop culture japonaise. En gros, pour résumer, Sho Amano c'est une version enfantine de Spider-Man dans le manga Spider-Man J, sur la Terre 7041, qui est un univers original réservé aux lecteurs japonais. Il incarne un héros local, débrouillard et créatif, se confrontant à des ennemis adaptés à cette culture, tout en préservant l'essence principale du tisseur. Il a même été intégré au multivers Marvel lors du Spider-Verse, confirmant sa place légitime parmi les autres Spider-Totems. Et je pense que ce Spider-Man là, vous ne le connaissez pas forcément quand je vous ai parlé de Spider-Man en manga. C'est pas forcément celui auquel vous avez pensé en premier. Et c'est probablement celui que je vais vous présenter tout de suite. Le Spider-Man du Mangaverse, qui est apparu pour la première fois dans Spider-Man Legends of the Spider-Clan, numéro 1 en 2002, et qui a été édité cette fois par Marvel Comics. Ça a été créé par Kerr Andrews, qui s'occupe du dessin et du scénario, et en vrai, c'est pas vraiment un manga. C'est un manga fait à la sauce américaine, en gros, si vous voulez. On se trouve ici sur la Terre 2301, qui est une version manga alternative de l'univers Marvel, réimaginée pour un lectorat inspiré des codes du shonen japonais. Et en fait, de base, ça faisait partie de l'initiative Marvel Mangaverse, qui a revisité plusieurs personnages Marvel avec une esthétique manga, comme Iron Man, Hulk, les X-Men, etc. Donc dans cet univers, Peter Parker, c'est un adolescent japonais, dernier héritier du Spider-Clan, un clan de ninjas mystiques. Il est entraîné dans les arts martiaux par son oncle Ben, qui est ici un sensei ninja, et qui sera assassiné par Venom, l'un des disciples corrompus du clan. Ce Spider-Man là, sa morsure d'araignée, ça va pas lui donner des pouvoirs radioactifs, mais ça va réveiller en lui des capacités mystiques ancestrales transmises par sa lignée. En ce qui concerne ses pouvoirs et ses compétences, bah là il va plutôt puiser dans une forme d'énergie arachnéenne intérieure, plus proche du ki que de la science pour être honnête. On le verra évidemment dans Spider-Verse et Spider-Geddon, mais aussi dans Spider-Verse Team Up, ce qui est intéressant de noter. Concernant les styles et les influences de cette œuvre, en fait c'est graphiquement très inspiré des mangas japonais bien évidemment, avec des traits anguleux, des actions exagérées et un dynamisme vraiment type shonen quoi. Ce Spider-Man il apparaît dans certains médias comme un skin, notamment dans Shattered Dimension ou le jeu mobile Spider-Man Unlimited, mais aussi si vous avez l'œil vous le verrez dans Across the Spider-Verse. En gros c'est une réinvention audacieuse du mythe de Peter Parker qui est transformé en héritier d'un clan ninja mystique dans un monde où les arts martiaux, l'honneur et la tradition priment sur la science et la technologie. Il y a une ambiance très shonen qui est vraiment marquée, et ce Peter incarne une facette plus spirituelle et guerrière de l'araignée. Bon là on a parlé de trucs qui sont mine de rien assez récents. Si on met ça sur l'échelle depuis quand Spider-Man existe, c'est assez récent mine de rien. Donc on va revenir aux bases de Spider-Man en manga. Cette œuvre sobrement appelée Spider-Man The Manga tout simplement, a été publiée originalement dans le Monthly Shonen Magazine entre janvier 1970 et septembre 1971. Ça a été créé par Ryoichi Kagami au dessin, et au scénario on retrouvait Kosei Uno et Kazumasa Hirai. A noter que ça a été traduit aux US beaucoup plus tard, près de 30 ans après, puisque c'est paru aux États-Unis entre décembre 97 et avril 99 sous 31 numéros différents. Et c'est le Spider-Man de la Terre 70019. On y retrouve Yu Komori, collégien introverti de Tokyo qui vit avec sa tante Mei, et Mei M-E-I, pas Mei M-A-Y. Il est cette fois-ci mordu par une araignée radioactive lors d'un TP de science, et il obtient des pouvoirs arachnéens, crée son costume ainsi que des lance-toiles, etc. Ça on le connaît. Au niveau de son histoire et de son évolution, c'est un Spider-Man qui passe de l'envie de profiter de ses pouvoirs, notamment quand il se bat contre Electro, et acquiert plus tard un peu une conscience héroïque après plusieurs tragédies qu'il va vivre notamment. Il y a des conflits intenses dans lesquels il affronte notamment Electro, je l'ai dit, le lézard, Kangaroo, un Mysterio japonais, les Yakuza, et va tuer malgré lui plusieurs adversaires, y compris par accident. Et donc il va se heurter à des dilemmes moraux qui sont assez profonds. Après chaque mort tragique qu'il va causer, il va se questionner sur l'usage de ses pouvoirs, et c'est aussi malheureusement un personnage qui connaît l'ostracisme scolaire. Il est souvent critiqué publiquement, mais il persévère pour protéger les innocents. Donc au niveau de ses alliés et de ses relations, je l'ai dit, on retrouvera la tante Mei, on retrouvera Rumi Shiraishi, qui est son amie amoureuse et qui va perdre son frère à cause d'Electro. Et on trouvera aussi le docteur Inamuru, qui est en fait le lézard de cet univers, qui était le mentor de Yu, mais qui est devenu son ennemi, et ça causera la tragédie centrale de la série en gros. Donc concernant le ton de ce manga, c'est un manga qui est plus sombre et plus mature, plus réaliste et plus psychologique que les comics US qui sortaient à l'époque, donc au début des années 70.
Il y a des thèmes lourds comme la responsabilité, la culpabilité, la violence, l'ostracisme des adolescents et aussi une grosse solitude morale. En gros, Yuko Mori, c'est la toute première interprétation de manga de Spider-Man. C'est un collégien japonais brillant mais marqué par des choix tragiques et une forte quête de rédemption. Je le répète, il est le Spider-Man de la Terre 7019 sur laquelle il incarne une version adulte et moralement profonde du héros avant d'être légitimé dans le multivers Marvel en tant que Spider-Totem. Bon là on va passer du coup à une œuvre que j'aimerais beaucoup lire, que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Donc si jamais Panini vous passez par là, si jamais vous pouvez m'envoyer un petit tome, parce que j'ai un peu du mal à le trouver un peu partout où j'aille, on va s'intéresser cette fois-ci à Spider-Man Fake Red. Spider-Man Fake Red, ce sera prépublié de juillet 2019 à mars 2020 au format shonen, en un tome unique qui est sorti en avril 2023 en VO et en juin 2023 en VF. On retrouvera Yusuke Ozawa au dessin ainsi qu'au scénario, mais ce sera quand même supervisé par Marvel derrière. C'est un manga qui vise les jeunes adolescents à jeunes adultes, on va dire après 12 ans quoi. Et on se retrouve sur une réalité originale distincte, désignée Terre 19759. On retrouvera dans cette histoire Yu Onomae, lycéen japonais-américain, fan de grimpe et d'escalade, mais quelqu'un d'assez réservé et isolé. Un jour, et c'est l'intrigue principale de l'œuvre apparemment, il va découvrir un costume avec lance-toile du Spider-Man disparu dans une rue. Il l'enfile et il est immédiatement pris pour le vrai héros. Alors que Yu va tenter maladroitement de combler l'absence de son Peter Parker, Silk alias Cindy Moon enquête sur la disparition de ce dernier. Fait intéressant pour ce Spider-Man, il n'a aucun pouvoir. Yu n'a que ses compétences d'escalade et sa volonté pour faire sa force. Au niveau des outils du costume, c'est très simple, il va tous les utiliser, mais au point d'en souffrir physiquement en ayant notamment le bras endolori. Et du coup, avec tous les ennemis qu'il va affronter, il va devoir faire preuve d'ingéniosité pour vaincre notamment Screwball, Mysterio ou encore Venom. On retrouvera aussi Emma Pearson qui sera son amie et assistante technique, en gros sa pote dans le fauteuil, et qui sera aussi son soutien moral évidemment. On retrouvera donc, comme je l'ai dit, Cindy Moon qui était la vraie partenaire de Spider-Man et qui est en fait la seule à savoir que le vrai Peter Parker a disparu. C'est un manga qui a l'air assez particulier puisque déjà le titre est assez provocateur. Fake Red, donc le faux rouge, pour ainsi dire, donc faux Spider-Man, faux super-héros. Mais bon, on peut aussi noter que ça explore la notion du n'importe qui peut porter le masque. On a ici une perspective inédite qui nous montre la pression d'un héros sans pouvoir, uniquement armé de son courage. Et il y a un fort équilibre des tons apparemment, notamment avec le sens du devoir et de la culpabilité, mais aussi la découverte de soi, la solidarité et le tout traité avec nuance pour un public manga. Au niveau de sa réception, apparemment ça a été très bien accueilli par les fans, salué pour son écriture et son rythme, et c'est considéré comme l'un des meilleurs Spider-Man pour certains. Malheureusement, ce sera abandonné après un seul tome pour des raisons de vente décevantes au Japon, malgré un pic initial qui démarrait plutôt bien. Et donc le mangaka sera déçu, il cherchait à développer d'autres arcs, mais c'est pas prévu pour maintenant, on va dire. En gros, Yu Onomae, c'est le Spider-Man de la Terre 19759, et c'est une incarnation sans pouvoir du héros emblématique. Sa quête est humaine, remplacer Peter Parker, supporter les défis physiques du costume et coopérer avec Silk, affronter des super vilains et comprendre vraiment ce que signifie être Spider-Man. C'est une version courte mais intense qui laisse une forte impression malgré sa conclusion abrupte. Peut-être qu'on y verra une suite un jour du moins, on espère. Bon, ça y est, c'est bon. On arrive au moment fatidique. On lâche les mangas, on lâche les dessins animés, on lâche tout ce que vous voulez. On quitte le Japon, quoique, pas vraiment. Takuya Yamashiro alias Spider-Man. Non, que dis-je, Spider-Man. C'est le Spider-Man de la Terre 51778 que l'on verra à travers une série, et oui, diffusée entre 1978 et 1979. Série qui sera d'ailleurs produite par la Toei Company avec une licence Marvel Comics évidemment. Et là, tenez-vous bien parce que je vais vous raconter un peu, je vais vous pitcher la série. Et faut s'accrocher. Parce que déjà, Spider-Man qui est censé être un héros cool, bienveillant et tout ça, les Japonais ont eu la brillante idée de lui donner le surnom Spider-Man, qui est devenu un slogan mythique pour la série, quoi. Mais bon, ça c'est rien, je vous l'ai dit, accrochez-vous. Takuya Yamashiro, déjà de base, c'est un pilote de motocross. Son père c'est un astronome qui découvre un vaisseau spatial extraterrestre, le Marveler, qui appartient à une civilisation de la planète Spider. Ça va jusque là, c'est ok, restez accrochés. Après le meurtre de son père par l'armée du professeur Monster, Takuya est blessé et se fait injecter le sérum d'une araignée extraterrestre par Garia, qui est un survivant de la planète Spider. Il obtient alors ses pouvoirs de Spider-Man et va se venger pour protéger la Terre contre l'Empire de la Croix d'Acier. Bon, en ce qui concerne ses pouvoirs, c'est à peu près la base de ce qu'on connaît. Mais il a le bracelet Spider, qui n'est pas des moindres, qui va générer sa tenue instantanément, tirer des filets, déclencher des explosions et contrôler son vaisseau. En parlant du vaisseau,
Le Marveler, c'est un vaisseau spatial qui se transforme en Léopardon, un géant robot de combat précurseur un peu du genre mecha dans les Sentai. Et là, fait qu'il est important de noter quand même, la fusion Spider-Man Léopardon, c'est la première fusion super-héros robot géant dans toute l'histoire du live-action japonais. C'est la première fois qu'on voyait une fusion pareille. Mais bon, pour parler des ennemis principaux, je vous l'ai dit, on retrouvera le professeur Monster qui est le chef de l'Empire de la Croix d'Acier, mais aussi Amazones qui est une lieutenante sadique charismatique. On retrouvera aussi quelques monstres géants, un par épisode, dans la logique typique des séries un peu à la Power Rangers, Kamen Rider, etc. En gros, c'est une série live action très inspirée de ce qu'on retrouvera plus tard, donc avec les animés, etc. de mecha, et c'est très influencé par le style japonais des années 70. Il y a des combats de ninja, des explosions, des cascades à moto, des monstres géants, des transformations. Mais ceci dit, il y a une ambiance quand même plus dramatique que le Spider-Man classique qu'on connaît. Takuya, c'est quelqu'un qui est sérieux, solitaire, et qui est porté par la vengeance et le deuil. Et comparé à ce qu'on pourrait penser, il y a peu d'humour, mais beaucoup de tension et une stylisation visuelle quand même assez marquante pour l'époque. Il est intégré au multivers Marvel, et oui, puisqu'il aura une place centrale, mine de rien, dans le Spider-Verse. Il va sauver plusieurs Spider-Man avec le Léopardon et tout, etc. Et il est considéré par certains comme l'un des Spider-Man les plus puissants du multiverse, notamment grâce à son vaisseau. A noter que, bizarrement, il a profondément influencé la pop culture japonaise en fait, notamment avec la création des Super Sentai qui sont un peu les ancêtres des Power Rangers. Ça a changé au Japon la perception que les gens avaient de Spider-Man, puisqu'il est passé de héros connus vite fait à figure locale culte quoi. En gros, Takuya Yamashiro, c'est une version tokusatsu assez culte du tisseur. Un motard solitaire, héritier d'un pouvoir extraterrestre, guerrier contre un empire maléfique et aidé par un robot géant mythique, il a inspiré un pan entier de la culture pop japonaise et a trouvé sa place légitime dans le Spider-Verse parmi les Spider-Totems les plus puissants et les plus respectés. Mais voilà, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je sais que tout ça, ça vous intéresse pas forcément et vous êtes venus pour les films, ceux qui sont là sur la miniature que vous avez vue, ceux pour lesquels vous avez cliqué. Je vais vous décevoir, désolé. Car oui, avant Tobey Maguire, Andrew Garfield ou encore Tom Holland, il y a eu Nicolas Hammond. C'est très simple, Nicolas Hammond c'est le premier Spider-Man live action. Originalement, il est apparu dans une série, The Amazing Spider-Man, qui était diffusée sur CBS entre 1977 et 1979. Il y aura eu 13 épisodes plus un téléfilm pilote. Alors là, encore une fois, je ne suis sûr de rien, il viendra apparemment de la Terre 730 919, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui est répertorié parmi les guides, etc. C'est une adaptation de Spider-Man qui est assez ancrée dans le réel. Il combat des bandits, il fait face à la pollution, à des menaces humaines, sans vraiment de vilain surhumain. Hammond, à l'époque, il a voulu rendre le personnage crédible et humain, avec un sens de la justice et des vulnérabilités. Il disait « J'aime l'idée de prendre un héros de fantasy et de le faire aussi croyable que n'importe qui d'autre. Il a de l'asthme, c'est un nerd parmi les nerds, bref, il est comme chacun de nous. » Au niveau de ce qu'on peut remarquer par rapport à ce Spider-Man, c'est qu'il utilisait un costume en lycra avec des yeux en plastique, qui, pour l'époque, faut avouer, c'était pas mal, mais apparemment très inconfortable à porter. Et même si ça peut paraître très kitsch à l'heure actuelle, fait super impressionnant, c'est que toutes les cascades étaient réelles. Il n'y avait pas d'image numérique à l'époque, donc même s'il était attaché, etc. et tout, Nicolas Hammond faisait toutes les cascades, notamment les scènes de balancier, etc. Au niveau de l'histoire, vraiment c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Peter est photographe pour le Daily Bugle, il tisse des liens avec Jonah Jameson et tout, etc. Mais il n'y aura pas de protagoniste féminin. On ne trouvera pas de Mary Jane ou de Gwen dans la plupart de la série, quoi. C'est une série qui a été mine de rien assez appréciée pour son réalisme, mais critiquée pour son éloignement de l'univers du super-héros classique. Et les épisodes ont été compilés en 3 films qui ont été diffusés à l'international, dont chez nous en France, avec Spider-Man en 77, Strikes Back en 78 et Dragon's Challenge en 79. Et petite anecdote aussi pour ceux qui ne le savent pas, Hammond espérait faire un caméo dans No Way Home, quand il a entendu parler du fait que Tobey Maguire et Andrew Garfield revenaient, mais finalement il n'a pas été sollicité, ça aurait peut-être un peu fait tâche. Surtout à l'heure actuelle vu l'âge qu'il a. En gros, c'est quand même le premier Spider-Man en chair et en os qu'on a pu voir à l'écran. Sa série, elle s'est ancrée dans un réalisme modeste qui mettait en avant la moralité, la responsabilité et la simplicité de Peter Parker, avant même l'ère numérique des super-héros. Et comme je l'ai dit, même si ça peut paraître kitsch à l'heure actuelle, il y avait beaucoup de limitations et Hammond a quand même posé les bases d'un Spider-Man crédible et humain. C'est une version qui, pour notre génération, dont je parle, est assez méconnue à l'heure actuelle, mais qui est essentielle à la mythologie de Spider-Man et qui est toujours aimée et qui a un côté nostalgique à l'heure actuelle. Du coup, je voulais savoir, pour les gens qui ont, on va dire, entre 18 et 25 ans là à l'heure actuelle, est-ce que vous étiez au courant de l'existence du Spider-Man de Nicolas Hammond? Parce que moi je l'avais déjà vu, mais
parce que je suis fan de Spider-Man et des comics en général. Et je pense que la plupart des gens de ma génération, c'est un Spider-Man que peu de gens connaissent, quoi. Bon, ce coup-ci, j'arrête les feintes. C'est bon, j'ai compris. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est bon, j'ai compris. On va parler du préféré de beaucoup par ici. Allez, c'est bon, c'est parti. Tobey Maguire, le préféré de beaucoup d'entre vous ici, je le sais, on l'a vu dans ces 3 films où il est le protagoniste. Spider-Man 1 en 2002, Spider-Man 2 en 2004 et Spider-Man 3 en 2007. Il viendrait apparemment de la Terre 96 283 et ce serait manifestement confirmé dans Across the Spider-Verse. J'ai pas ce souvenir mais bon, d'après mes recherches c'est ce que ça indique. Ah oui, je l'ai pas noté parce que pour moi c'est acquis, mais les 3 films où il est le protagoniste ont été réalisés par Sam Raimi. Il est important de rendre à César ce qui appartient à César. Au niveau du ton de ce Spider-Man, c'est un personnage qui est assez dramatique, mais aussi romantique, mais se rapproche de l'esprit classique des comics du Silver Age. L'origine du héros, je ne veux pas vous la raconter, vous la connaissez tous. On peut à la limite noter son pouvoir unique, qui est de faire des toiles organiques, à la différence de la plupart des autres versions qui utilisent des lance-toiles mécaniques. Sinon, tout le reste, vous connaissez, hein, l'araignée, Oscorp, sa force, son agilité, bref, tout ça vous savez. Pour le coup, c'est un Peter Parker qui est, je dirais, pas plus intelligent, mais dont on fait quand même l'éloge de l'intelligence. Timide et profondément altruiste, mais aussi très très malchanceux quand même. Et le thème central autour duquel tournent tous ces films, autour duquel tourne ce Spider-Man, c'est quand même un grand pouvoir implique de grandes responsabilités qu'il a hérité de son oncle Ben, bien sûr, dans une scène qui est devenue mythique à l'heure actuelle. Mais bon, ça reste un Spider-Man qui a quand même une vie personnelle assez compliquée. Il est déchiré entre sa vocation héroïque et sa relation avec Mary Jane Watson, qui est la pire, ok, la pire relation qu'on ait vue à l'écran. On a affaire à une Mary Jane qui est toxique. La Mary Jane de Kristen Dunst, elle est atroce. Je suis désolé de le dire, je peux pas. C'est vraiment, j'aime pas cette relation, elle est compliquée. Voilà, j'aime pas ce qui est compliqué. On retrouvera à travers les films de nombreux ennemis classiques de Spider-Man, notamment le Green Goblin dans le premier film, Dr Octopus dans le deuxième, et dans le troisième ce sera une association de malfaiteurs avec l'Homme Sable, Harry Osborn et Venom. Mais au niveau de ces relations, donc on retrouvera évidemment, comme je viens d'en parler, l'atroce Mary Jane Watson, pardon, ça devient personnel, mais aussi Harry Osborn qui est l'un des meilleurs personnages de cette trilogie, il faut bien l'avouer, et aussi sa tante May et son oncle Ben évidemment, qui sont devenus mythiques. Au niveau des particularités de cette adaptation, on retrouve notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, les toiles biologiques qui sont une innovation marquante qui est propre à cette version de Spider-Man, mais une mise en scène qui est aussi très théâtrale je trouve et dramatique, qui est presque tourné en mode un peu opératique dans Spider-Man 2. Au niveau du costume, c'est un costume qui est très texturé, qu'on voit en relief et qui est devenu assez iconique visuellement. Pour l'époque, ce costume, c'était vraiment un truc de zinzin quoi. C'est un personnage qui est extrêmement bien intégré au multivers Marvel en général, puisque bah, vous le savez, on le verra dans No Way Home, même si j'en parlerai plus tard. On le voit aussi dans Across the Spider-Verse, il me semble. Et en tout cas, on sait que vraiment, il a continué sa vie de super-héros après le troisième film, qu'il a eu une relation stable avec MJ, et ça, c'était pas gagné. Et donc, comme je l'ai dit, il est désigné comme le Spider-Man de la Terre 96 283 par Marvel, apparemment, de manière officielle. En vrai, c'est une version qui est profondément humaine, marquée par le sacrifice, l'amour contrarié, la responsabilité, et il est sans nul doute le plus tragique et romantique des Peter Parker. Et il a su incarner pour toute une génération le visage du héros Marvel classique dans une trilogie qui est à l'heure actuelle devenue culte. Et enfin, son retour dans No Way Home, on en parlera plus tard, l'a élevé au rang de Spider-Totem vétéran et respecté par les autres versions du multivers. Bon, c'est bon, maintenant j'ai parlé du préféré de beaucoup d'entre vous. On passe... Moi j'ai pas de préféré, mais on passe au préféré de beaucoup d'autres, ça c'est sûr et certain. Et oui, le Peter Parker d'Andrew Garfield, une adaptation qui a partagé beaucoup de gens mais que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Il aura été le protagoniste de 2 films réalisés par Mark Webb, The Amazing Spider-Man 1 et 2, sortis respectivement en 2012 et 2014. Dans ces films, il y a un ton général plus sombre, moderne, émotionnel et centré sur la perte, la solitude et la colère. Pour ce qui est de l'origine de ce Peter, vraiment rien de spécial à signaler, si ce n'est que lorsqu'il se fait mordre par une araignée génétiquement modifiée chez Oscorp, c'est pas lors d'une sortie scolaire ou quoi que ce soit, mais pendant qu'il mène une enquête un peu illégale sur son père. Il va concevoir lui-même ses lance-toiles mécaniques, mettant en valeur son intelligence scientifique, mais à part ça, il est introverti, nerveux, sarcastique en costume par contre, un peu à fleur de peau,
et animé par un mélange de culpabilité et de colère à certains moments. Les thèmes majeurs, bon bien sûr on retrouvera la vengeance contre l'assassin de son oncle Ben, l'amour sacrifié avec, et là cette fois-ci je le dis haut et fort, la meilleure relation qu'on ait jamais vue pour un Spider-Man, avec j'en perds mes mots carrément, avec la Gwen d'Emma Stone, leur relation est... je les aime. Mais il y aura aussi la quête de vérité concernant ses parents, un truc qui est assez peu abordé dans d'autres adaptations de l'Homme Araignée. Pour ses ennemis principaux, on retrouvera le Lézard dans The Amazing Spider-Man 1, et Electro et le Green Goblin dans The Amazing Spider-Man 2, ainsi que le Rhino à la fin aussi, c'est important de le noter. Donc les événements marquants de ces films-là, c'est bien sûr la grande histoire d'amour tragique de Gwen Stacy, et la relation elle est au cœur des deux films. On retrouvera aussi bien évidemment dans le premier film le capitaine George Stacy, qui va mourir, attention spoiler, en demandant à Peter de rester loin de Gwen, promesse qu'il aura malheureusement du mal à tenir, ou heureusement, je ne sais pas. On retrouvera aussi une Tante May plus énergique, plus intuitive, plus jeune que celle de Tobey Maguire, mais toujours centrale dans l'humanité de Peter. Et évidemment, attention gros spoiler, mais il y aura aussi la mort de Gwen, évidemment, qui sera un événement charnière, et qui va faire plonger Peter dans une période plus sombre de culpabilité et de solitude. C'est le plus scientifique des Spider-Man, on va pas se mentir, c'est lui qui crée ses toiles, il améliore son équipement, et c'est un personnage qui bricole beaucoup, même avant de devenir Spider-Man. C'est aussi l'adaptation qui est probablement le plus agile, le plus félin, c'est lui qui représente le mieux le thème de l'araignée durant les combats, on va dire du moins au grand écran. Il est très parkeresque aussi, que ce soit dans l'humour, dans les moments, etc. Et qu'on le veuille ou non, c'est une version qui est très émotionnelle. Il y a une profonde douleur, mine de rien, qui est cachée derrière l'humour de ce costume. Bon, au niveau de son intégration dans le multivers, vous savez, il va apparaître dans No Way Home, évidemment. Il va aider un autre Peter que je citerai après à faire son deuil de quelqu'un que je citerai après. Et il va nous raconter aussi que la perte de Gwen l'a rendu un peu plus violent, on va dire. Et on peut noter aussi que dans ce film, même si je devrais pas en parler maintenant, il va sauver une certaine Michelle Jones dans une scène miroir de sa propre tragédie, trouvant une forme de rédemption, on va dire, à travers celle-ci. Et d'ailleurs, il est confirmé comme étant le Spider-Man de la Terre 120 703, voilà, par des documents internes de chez Marvel, et aussi par rapport, je crois qu'on le voit dans Across the Spider-Verse. Au niveau de la réception et de l'héritage qu'a eu ce film, alors il faut savoir qu'il était plutôt mal aimé à l'époque de la réception d'Amazing Spider-Man 2, mais bon, on va pas se mentir, il a regagné en popularité grâce à No Way Home. Cependant, Andrew Garfield a été salué pour son jeu qui était intense et sincère, et sa version est désormais l'une des plus appréciées du Spider-Verse, très clairement. Et même si la hype est un peu passée, les fans pendant longtemps ont souvent réclamé un Amazing Spider-Man 3. Et ouais, c'était un Peter Parker brillant, sensible et douloureusement humain, marqué par la perte et la quête de sens. Plus solitaire que ses homologues, il est aussi l'un des plus acrobatiques et plus sarcastiques, et No Way Home lui a offert une sorte de rédemption émotionnelle, confirmant sa place unique parmi les Spider-Totems du multivers. Et enfin, on arrive à la conclusion avec, vous savez bien sûr duquel je vais parler, évidemment. C'est parti. Le Spider-Man de Tom Holland. Et attendez. Il faut qu'on parle d'un truc. Vous savez que je suis passionné par le multivers, le Spider-Verse, le MCU, Marvel en général. L'univers du MCU. L'univers principal du MCU. Est-ce que c'est le 199 1999 ou est-ce que c'est le 616 alternatif, on va dire? Parce que chez Marvel, même chez Marvel, selon l'œuvre, c'est pas dit pareil. Et là, je suis perdu en fait. On va appeler cette Terre 199 1999 pour la différencier de l'univers comics. Mais si quelqu'un a une réponse exacte là-dessus, je ne pense pas. Franchement, je suis preneur. Bon, bref. Le Spider-Man de Tom Holland, celui de la Terre 199 1999, alias le MCU Marvel Cinematic Universe. On l'a vu pour l'instant dans 6 films différents, donc ce qui fait de lui probablement le Spider-Man le mieux développé à l'écran, puisqu'il aura 3 films solo, Homecoming en 2017, Far From Home en 2019 et No Way Home en 2021. Et il apparaîtra de manière assez majeure dans Civil War en 2016, Infinity War en 2018 et Endgame en 2019. C'est un Spider-Man plus jeune, plus connecté, plus léger, mais avec une évolution qui va littéralement devenir dramatique et forte au fil du temps. Concernant son origine, il n'y a pas de morsure d'araignée, enfin du moins elle est jamais montrée à l'écran, elle est que évoquée. Et il n'a pas une origine story classique puisque le film Homecoming démarre, et en fait on ne sait pas vraiment s'il y a eu un oncle Ben qui est mort, ou s'il y a tout simplement peut-être jamais eu d'oncle Ben en fait. Puis avant ça bien sûr il sera recruté par Iron Man, Tony Stark bien évidemment,
dans Civil War pour entrer dans le monde des Avengers dès ses débuts. Et pour ceux qui le savent, il sera officiellement sacré Avengers dans Infinity War. C'est un ado génial, maladroit, enthousiaste, il a un très grand cœur évidemment, et on est plus proche de l'ado moderne avec cette adaptation. Il est fan de technologie, il fait des vlogs, il va au lycée, il s'intéresse aux réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, je pense que c'est important de le noter parce que je l'ai dit, il a eu une grosse évolution, mais il est littéralement passé de sidekick d'Iron Man, vraiment il venait juste lui donner un coup de main, à vraiment Spider-Man indépendant et anonyme. Et on en parle souvent avec les Marvel News, mais il va apparaître probablement, même si c'est pas encore dit, dans les prochains films Avengers, à savoir Doomsday et Secret Wars. Et il aura aussi sa nouvelle trilogie avec Brand New Day qui sort 2026 du coup. Et vraiment, il va avoir un rôle majeur dans le MCU, c'est sûr et certain. Il va devenir probablement le nouveau Iron Man ou être vraiment... Bref, il aura une place centrale dans le MCU. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va le mener. Au niveau de ses relations et des autres personnages qu'on verra, il y aura manifestement sa tante May qui est plus jeune et dynamique, interprétée d'ailleurs par Marissa Tomei, et qui, attention spoiler pour No Way Home, pour ceux qui ne l'ont pas vu, va mourir dans No Way Home en lui transmettant la fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et d'ailleurs, elle aura mis du temps à arriver cette phrase dans le MCU. On retrouvera bien sûr au début Tony Stark, qui fera office de figure paternelle, de mentor, et dont la mort va marquer vraiment profondément ce Spider-Man. On retrouvera ici MJ, et non pas Mary Jane, mais bien Michelle Jones Watson, qui sera sa relation principale, interprétée par Zendaya. Ned Leeds, évidemment, son meilleur ami geek, loyal, drôle, son ami dans le fauteuil quoi. Et on retrouvera bien sûr, après le décès de Tony Stark, Happy Hogan, qui fera à nouveau office de protecteur et de figure paternelle secondaire. Fait qu'il est important de noter à propos de ce Spider-Man, c'est qu'il est un peu Avengers compatible, on va dire. Il est impliqué dans des enjeux cosmiques et plus globaux que simplement être la petite araignée sympa du quartier. Il aura des trucs sympas créés par Stark, notamment le Iron Spider, le Steel Suite ou l'Integrated Suite, et il aura un style de combat plus high-tech. Mais bon, il revient quand même à ses bases dans No Way Home. Après, ça c'est vraiment une évolution phénoménale pour ce Spider-Man. Et même si, avec le décès de Tony dans Endgame, on aurait pu croire que c'était là que ce serait le tournant de ce Spider-Man, mais vraiment, son point de bascule majeur, c'est No Way Home. C'est le dernier film de sa première trilogie, et il y rencontrera donc les deux autres Spider-Man, à savoir celui de Tobey Maguire et celui d'Andrew Garfield, affronter des vilains qui ne viennent même pas de son propre monde, perdre Tante May, choisir entre faire oublier son existence à tous ses proches pour les protéger, ou bien prendre une décision plus égoïste. Et il va même finir par se fabriquer un nouveau costume, seul, sans aide, mais grâce à la technologie de Stark quand même. Au niveau de la réception de ces films, il y a eu un accueil très positif, notamment pour son naturel et son humour, même si en France, beaucoup n'aiment pas la réalisation de John Watts. On peut dire quand même que ces films sont globalement très cool, enfin moi je les aime énormément. C'est aussi la version la plus jeune qu'on ait vue à l'écran, et celle qui est évidemment la plus intégrée à l'univers Marvel. Et bien que les gens critiquent, No Way Home a eu un énorme succès mondial, qui a consolidé, on va pas se mentir, son importance dans la mythologie de Spider-Man. Ça a vraiment été une œuvre majeure pour ce héros. Et évidemment, comme je l'ai dit, vu que ce Spider-Man a eu un succès exceptionnel, et que il va avoir un rôle majeur, sans point à douter, dans les prochains films Avengers, le film numéro 4, alias Brand New Day, est confirmé, il est en développement pour une sortie en 2026. En gros, pour résumer, pour finir, ce Peter Parker du MCU, c'est un Peter Parker plus jeune, entraîné très tôt dans les enjeux mondiaux, voire multiversels du MCU. Il a évolué et passé du statut de protégé de Tony Stark à héros autonome. Il a incarné la transition de l'adolescence vers l'âge adulte avec humour, émotion et maturité croissante. Et enfin, No Way Home l'a fait entrer dans la légende aux côtés des deux autres Spider-Man. Et je crois, entre vous et moi, que son histoire ne fait que commencer. Pfiou, mesdames et messieurs, ce tournage qui s'est étalé sur plus de 3 jours pour moi, je pense que je dois avoir un total de, on va pas se mentir, 3, 4, 5 heures de rush, peut-être j'ai pas regardé encore, ça me fait peur. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'éplucher toutes les adaptations qu'on a pu voir, que ce soit, bref, tout ce qui était hors comics de Spider-Man. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des versions que vous ne connaissiez pas ou si vous avez une version préférée parmi toutes celles dont je vous ai parlé. Perso, je pense qu'en dessin animé, ce serait spectaculaire Spider-Man. Et qu'en film, alors je trouve que celui de Tom Holland est le plus développé, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui de
Nintendo Garfield. Pour ceux qui se demandent aussi, il y en a peut-être que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y en a certains que j'ai fait délibérément le choix de ne pas mettre dans cette vidéo. Je pense notamment qu'on aurait pu parler potentiellement du Peter Parker qu'on voit dans Madame Web. Mais je me suis dit que c'était que Peter Parker. On n'a pas vraiment eu d'aperçu de Spider-Man. Il n'était pas montré à l'écran, donc je me suis dit que ça valait pas le coup d'en parler. Puis je me suis dit que si je parlais de Madame Web, on allait me haïr dans les commentaires. Donc je me suis dit, on laisse ça de côté. Bref, voilà, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vous remercie si jamais vous l'avez suivie dans son entièreté. J'espère qu'elle vous a plu. C'est beaucoup de travail vraiment entre les recherches, l'écriture, le tournage, le montage que là je n'ai pas encore fait et qui va être... Bref, ça va être compliqué. En tout cas, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vraiment pour me soutenir dans mon travail. Ça m'aiderait énormément. Mettre un commentaire, un pouce bleu, vraiment tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, faites-le. Vous n'imaginez même pas à quel point ça m'aide. Surtout partagez la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux, etc. C'est ce qui m'aide le plus. Vraiment, c'est me faire découvrir à d'autres personnes. C'est ce qui m'aide, vraiment. Vous n'avez pas idée à quel point. En attendant, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas, mesdames et messieurs. Bonne soirée.